Je suis rentrée chez moi et j'espère qu'on n'entend pas les bruits que font ma famille du coup parce que je suis en train d'enregistrer dans le salon. Il y a mon petit frère qui est au-dessus avec son copain et ma mère et mon beau-père qui sont en train de faire du bruit. J'enregistre ça sur ma pause de midi. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit la semaine dernière, je vais vous parler du livre qui s'appelle Les kanji dans la tête. C'est un livre qui, à l'origine, s'appelle Remembering the Kanji, qui a été écrit par James Heisey. En français, il a été traduit par Yves Magnette, et ça, c'est la deuxième édition déjà. La version française, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, elle est pour l'instant en rupture de stock, parce que l'éditeur attend que l'auteur fournisse la nouvelle édition, qui sera vachement plus remplie que celle-là, pour le réimprimer. Donc essayez de checker les bibliothèques que vous avez près de chez vous. Pour l'instant, il y a des prix exorbitants sur internet. Le prix normal, c'est 38€, donc vous faites pas avoir à l'acheter à je sais pas combien de centaines d'euros. Il y a cependant un PDF avec genre les premiers 280 kanji dedans, ça vous donne une bonne idée de si jamais vous êtes intéressé pour le livre ou pas. Et puis il y a toujours la version en anglais si jamais vous maîtrisez suffisamment la langue. Donc, ce livre, je vous le dis tout de suite, c'est ma bible. Je pense qu'il a été vital en fait dans mon apprentissage du japonais et je vais vous expliquer un peu pourquoi. C'est une méthode qui permet d'apprendre le sens et le tracé des 2000 Joyo kanji, c'est-à-dire les kanji que les japonais apprennent pendant toute leur scolarité de l'école primaire jusqu'à la fin du lycée. Donc c'est quand même assez conséquent. Un truc par contre que ce bouquin n'enseigne pas du tout, ce sont les lectures. Mais vous vous rendrez compte qu'au fur et à mesure que vous apprenez les kanji, avec vos cours de japonais mettons, c'est trop d'informations à retenir en même temps, et la lecture, et le sens, et le tracé. Et du coup, c'est bien de diviser le travail en plusieurs tâches. Là, ça fait les 2 tiers du travail, il vous manque plus qu'à apprendre des mots de vocabulaire avec et vous apprenez la lecture des kanji. Et voir des kanji familiers dans un mot que vous ne connaissez pas, ça fait en fait que le mot, il reste beaucoup plus facilement en tête. C'est un peu comme mettre les petits trous du vélo avant de vraiment se lancer sans. Et pour ça, je suis vraiment contente d'avoir découvert ce livre avant de rentrer à la fac. J'avais fait à peu près les 800 premiers kanji quand je suis arrivée en première année de japonais. Et j'ai terminé le bouquin l'été entre ma première année et ma deuxième année. Donc pour expliquer le fonctionnement du livre, il faut d'abord que je vous explique un petit peu quelle est l'utilité d'utiliser une méthode qui n'est pas juste recopier des lignes de kanji. En fait, recopier des lignes de kanji, ça fait appel à la mémoire visuelle et à la mémoire musculaire. Et ce sont les deux mémoires qui sont les moins efficaces. Il y a des gens qui ont une très bonne mémoire musculaire et une très bonne mémoire visuelle, mais il y a beaucoup plus de types de mémoire qui sont à disposition dans le cerveau humain, et donc c'est hyper dommage en fait de se restreindre à ces deux mémoires-là uniquement. Il faut penser au système d'hémisphères dans le cerveau. Il y a l'hémisphère gauche qui est surtout pour la partie analyse, et il y a l'hémisphère droit qui s'occupe beaucoup plus de la partie créative de l'esprit humain. L'idéal pour se souvenir de quelque chose, c'est donc de servir à la fois de son analyse et à la fois de sa créativité. Si je vous donne par exemple une photo d'un animal que vous connaissez pas, et que je vous dis de vous en souvenir, il va falloir que vous analysiez la photo, que vous dites de quelle couleur c'est, combien il a de pattes, quel genre d'animal ça a l'air d'être, si c'est un reptile ou un mammifère ou un poisson par exemple, s'il a des cornes, s'il a des ailes, ce genre de trucs. Et donc vous avez tout un vocabulaire qui vous permet de décrire l'image. La raison pour laquelle la partie analytique n'est pas vraiment utilisée par la méthode traditionnelle d'apprendre les kanji, c'est-à-dire de les recopier, c'est parce qu'on n'a pas les mots pour décrire un kanji. Si je vous prends par exemple le premier kanji du mot bubun, vous dites « Ah ouais, ça ressemble vite fait à un B, et puis il y a un truc, on dirait un chapeau en haut, puis un V, puis un trait horizontal, et en dessous il y a un carré. » C'est extrêmement vague finalement comme vocabulaire parce que vous voyez que ce sont des formes, mais les formes n'ont pas vraiment de sens. Alors que quand je vous dis la couleur bleu, vous avez tout de suite et le mot bleu qui vient dans votre esprit, mais aussi la couleur associée. La méthode Heisey, elle permet de créer un vocabulaire qui permet de décrire les kanji, en associant avec chaque composant d'un kanji un sens. Ça, c'est uniquement pour la partie analytique du cerveau. Pour la partie créative, en fait, ce que fait l'auteur, c'est qu'il raconte des histoires à partir de ses composants. Par exemple, je prends le kanji qui veut dire ustensile. C'est un kanji, vous voyez, il y a 4 carrés autour, et puis il y a un kanji, ça ressemble un peu à une croix bizarre à 5 branches. Si vous avez étudié un tout petit peu les kanji, vous savez que les carrés en fait c'est des bouches. Et le kanji au milieu, c'est le kanji qui veut dire grand. Ce que fait l'auteur, c'est que au lieu d'associer uniquement le véritable sens du kanji, il préfère associer une image de quelque chose qui est grand. Par exemple, un grand chien. Dans le cas de celui-là, il utilise un Saint-Bernard, par exemple. Et à partir, du coup, de ces 5 composants du kanji, il raconte une histoire qui est un peu marrante, un peu choquante, un peu bizarre, parfois dégoûtant aussi. Et du coup, l'histoire pour ce kanji, c'est vous êtes en repas de famille, et tout le monde attend, avec les couverts dans les mains, que on puisse attaquer le plat principal qui a été mis sur la table, la cloche a été enlevée et tout, il est fumant, et en fait ce que vous allez manger c'est un Saint-Bernard. Et ça c'est dégoûtant, bon l'idée de manger un chien, bof, hein, mais du coup ça fait le lien, parce que les gens qui attendent, ce sont 4 bouches, qui sont retrouvées autour d'un chien, d'un grand chien,
dans Saint-Bernard, et ça garde le sens d'ustensile parce que vous avez les couverts dans les mains, et les couverts dans les mains, c'est quoi? C'est des ustensiles. Et donc toute cette histoire-là vous crée une image assez marquante dans l'esprit, ce qui fait que quand vous voyez le mot ustensile, vous savez retracer le kanji, et quand vous voyez le kanji, vous savez ce que ça veut dire. Il manque plus qu'à se souvenir de comment ça se prononce, et vous avez complètement maîtrisé ce kanji-là. Je suis certaine que vous qui regardez la vidéo là actuellement, vous n'allez jamais oublier ce kanji. Cette méthode-là en France, elle est pas très connue, j'ai l'impression. Dans la communauté anglophone d'apprenants japonais, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus populaire, mais partout en tout cas, il y aura des sceptiques, et j'attends j'attends vos commentaires de sceptiques avec impatience parce que j'aime bien discuter de ça. La raison pour laquelle il y a si peu de gens qui l'utilisent, c'est parce que la grosse majorité des professeurs de japonais ont appris simplement par la répétition et ils n'ont pas vraiment pensé à remettre en cause cette méthode-là. Même s'ils savent très bien, parce qu'ils l'ont fait, que c'est la méthode la plus douloureuse qui existe et celle qui marche le moins bien sur le long terme, puisque même si on répète, au bout d'un moment on oublie. La raison pour laquelle je suis aussi enthousiaste avec cette méthode-là, c'est parce que du coup ça fait 2 ans que j'ai arrêté de travailler avec le livre. Je révise mes kanji évidemment de temps en temps parce que j'avais toujours des tests de kanji, et je me rends compte que y a certains kanji, je les oublierai jamais. Juste. Si je les ai pas oubliés en 2 ans, c'est que je les oublierai probablement jamais. Un argument que je vois d'ici arriver, en fait, c'est que les enfants apprennent par la répétition. Alors déjà, ça, oui, mais en fait, vous êtes pas un enfant, ou en tout cas, vous êtes pas un enfant assez petit pour que la répétition, ça vous saoule pas. Ça va vous faire chier de faire des lignes de kanji. Ça fait chier littéralement tout le monde. Ça fait même chier les enfants, en fait. Du coup, pourquoi ne pas chercher une nouvelle méthode si elle ennuise littéralement pour tout le monde? Un autre point qui peut un peu me mener à la controverse, je sais pas si ça se dit comme ça en français, mais j'arrive pas à trouver le bon mot, c'est l'ordre avec lequel les kanji sont rangés dans le livre. Parce que, vous verrez, le kanji numéro 31, c'est vésicule biliaire. C'est un kanji que j'ai vu en cours, je crois la dernière semaine de cours de licence 3, et c'était bien parce que mes profs voulaient vraiment qu'on finisse tous les Joyo kanji, mais c'est sûr qu'il va pas vous être très utile très souvent. La raison pour laquelle c'est ordonné de cette façon-là, c'est parce que ça se construit sur les bases que vous avez déjà acquises. Donc ça commence par le composant le plus simple et les kanji les plus simples pour aller vers les plus compliqués. Ce qui fait que des fois, des kanji extrêmement courants comme celui de Kuru, c'est l'un des derniers du livre. Et pour ça, la recommandation de James Heisig, c'est de finir ce livre-là avant même de commencer le japonais. Comme ça, vous connaissez tous les signes chinois et il vous reste plus qu'à apprendre véritablement la langue. Ça vous met un peu dans la position d'un chinois qui arrive à Tokyo pour la première fois, qui ne maîtrise absolument pas le japonais, qui n'a aucune idée de comment tout se dit, mais il comprend quand même le sens des caractères. C'est vrai que c'est l'idéal, mais je pense pas que ce soit pour autant la meilleure méthode. Simplement parce que déjà, si vous avez déjà commencé à apprendre le japonais, c'est foutu. Et puis aussi, pour ceux qui veulent commencer à apprendre le japonais rapidement, ça fait que repousser le début de l'apprentissage. Et c'est pas bon non plus. Ce que j'avais fait, c'est que à partir du moment où j'avais maîtrisé suffisamment de kanji, j'étais allée suffisamment loin dans le livre pour vraiment maîtriser le système, j'ai commencé à sauter des chapitres, aller voir directement les kanji qui m'intéressaient, et je faisais tout le chapitre qui correspondait aux composants qui étaient dans ce kanji. Et du coup, une fois que j'avais appris les kanji qui m'intéressaient, je revenais à là où je m'étais arrêtée avant. Mais par contre, ce qu'il fallait bien faire, c'était apprendre absolument tous les nouveaux composants qui était dans le kanji que j'avais pas encore vu avec ce livre. Donc finalement, j'ai jamais appris un seul kanji simplement par répétition. J'ai essayé pourtant. J'ai essayé avec tous les kanji du premier Manikineko et il rentrait pas du tout. Et en plus, j'écrivais comme un cochon. Parce que c'est vrai que c'est un autre avantage de ce livre. Le fait qu'il apprenne avec le bon sens de tracé, ça fait que j'écris comme un cochon, parce que j'écris toujours comme un cochon, peu importe quelle langue c'est, mais j'ai une écriture de cochon qui est lisible par un natif, alors que l'écriture de cochon des apprenants qui font simplement par la répétition et qui s'embêtent pas trop avec l'ordre de tracé, ça fait que c'est un peu comme l'écriture des tout petits. Les lettres ont pas la bonne forme et pas les bonnes proportions non plus. Et du coup, c'est plus pour ça, en fait, que ça leur rend difficile à lire, plus que le fait qu'ils soient appliqués. Souvent, ils s'appliquent en plus. On peut se demander si ça prend pas plus de temps, finalement, d'associer à chaque forme dans un kanji un sens. Parce que, du coup, faut apprendre le sens de ces formes, et il faut aussi se souvenir que, c'est pas des kanji par eux-mêmes et tout. À ça, je dirais que, comme avec le livre, pendant que je lis, il y a toujours les mêmes composants qui reviennent, on s'en souvient naturellement, finalement.
Et si on a oublié, on feuillette le livre vite fait et puis c'est bon, c'est revenu. Mais une fois l'apprentissage terminé avec le bouquin, finalement, comme le kanji est resté, bah on oublie complètement ce que voulaient dire les composants. Et c'est pas un problème, parce que les kanji sont imprimés dans la mémoire beaucoup plus profondément que si on l'avait fait juste en mémoire visuelle et mémoire musculaire. Il y a 1 milliard de kanji que j'utilise tout le temps. J'ai complètement oublié quelle était leur histoire, notamment celui de Kuru. Si je vous ai toujours pas convaincu d'utiliser cette méthode, c'est donc déjà que je me suis pas mal pris. Je vous conseille de lire le PDF qui est sur le site de l'auteur à disposition, qui montre le début du livre, mais aussi la préface, l'introduction d'Imanette et l'introduction traduite de James Heisig, qui vous explique beaucoup mieux que moi leur méthode, les réflexions qu'il y a derrière et tout ça. Je vous conseille très fortement, même si vous êtes sceptique en tout cas, d'essayer la méthode, de faire les genre 100 premiers kanji, 200 premiers kanji. Vous vous rendrez compte que ça va extrêmement vite, vous pouvez apprendre 25 nouveaux kanji par jour, ce qui est beaucoup plus que la moyenne. Je sais que en général, les gens de ma licence, qui sont quand même des gros bosseurs, font 5 nouveaux kanji par jour et ils ont un peu du mal. Donc 25 c'est vraiment chouette, et vous verrez si ça marche ou pas. De toute façon, il n'y a aucune méthode qui marche pour tout le monde, c'est juste que si vous les essayez pas, vous saurez pas si ça vous convient ou pas. Donc je vous conseille très fortement d'essayer. Et du coup je vous laisse là-dessus, je vous revois la semaine prochaine. Mon agenda pour uploader les vidéos est a un peu été foutu en l'air par le travail parce que je bosse 6 jours par semaine et mon jour de repos c'est le lundi. Du coup peut-être que je vais décaler, au lieu d'uploader les vidéos le dimanche, je les uploaderai le lundi. Je pars un peu pessimiste pour réussir à uploader 2 fois par semaine en fait. Dans tous les cas, j'ai plein de trucs filmés en avance avec mes colocs, avec mes amis, avec moi toute seule aussi. Donc vous verrez ça tout l'été. Et puis dans tous les cas, après, c'est le Japon. Donc sur ce, à la semaine prochaine. Si jamais vous avez des questions ou si vous avez envie que je fasse des vidéos sur certains sujets, n'hésitez pas, encore une fois, dans les commentaires. Je lis et je réponds à tout. Et du coup, je vous laisse. Salut!